Cette vidéo est sponsorisée par Seili. Seili, c'est un service de eSIM, une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer en quelques clics sur votre téléphone. Seili vous permet d'être connecté à Internet, peu importe le pays dans lequel vous voyagez, à moindre coût et sans les inconvénients d'une carte SIM physique. Et puis ce qui est génial avec Seili, c'est que c'est vraiment simple. Déjà, faut installer l'application. Oui, mais ça va pas se faire tout seul non plus. Tu sélectionnes le pays de ton choix où tu vas partir en vacances. Est-ce qu'il y a Corée du Nord? Y'a pas Corée du Nord? Bah alors? Tu peux même choisir Malte si jamais tu veux payer moins d'impôts, c'est pratique. Et puis je peux vous dire que la liste des pays disponibles sur Seili, elle est longue. Alors on va la faire en entier. Allez, là, avec Seili, c'est fini le hors forfait. Vous maîtrisez votre consommation et savez exactement ce que vous payez. Tu peux faire comme dans la pub. Tu sais, la pub du loto. Et bah là, regarde, hop, tu fais comme ça là. Paf. Corée du Nord. Oh non, pas encore. Putain, ouais, et bah, putain, ça rajeunit pas. Hein. Avec Seili, plus besoin de changer de forfait. Vous n'avez qu'à choisir le pays de votre choix sur l'application et à vous la tranquillité. Par exemple, là, j'ai choisi la Grèce et maintenant j'ai 5 gigas de crédit que je peux monitorer depuis mon téléphone. Regarde mon indicateur de réseau, il est divisé en deux. Parce que j'ai une eSIM, Jamy. Et en plus, il y a un support 24/24, 7/7. Il y a un moment, les produits sont trop bien. Je n'ai que des bons produits à vendre, étrangers. Viens donc dans mon échoppe. Et avec le QR code qui s'affiche à l'écran, vous obtenez 15% de réduction avec le code Sylvain. Merci à Seili et bonne vidéo. Ouais, j'ai essayé un truc niveau look. Il y a un petit parti pris BM. En fait, là, ce qui est marrant, c'est que quand je tourne, ça... Regarde, un peu là, t'as vu? Avec la lumière, regarde. Pas mal, hein? Je sais pas combien ça a coûté, on me l'a offert. Je pense que c'est hors de prix. Vous êtes en train de regarder un mec qui a un bob BMW et qui essaye de faire genre, il est stylé, à un moment... C'est marrant, il y a encore l'étiquette, tu vois. Après, ça peut faire un super frisbee. Alors, c'est l'avantage des bobs quand t'es en vacances, ça fait frisbee. Regarde, attrape, hop là, et voilà. Et c'est parti, on le remet. Hop, c'est parti, les pires des fêtes. Vous savez que j'aime particulièrement les anecdotes. Mais moi, ce que j'aime encore plus que les anecdotes, hein, parce qu'il y a Anecdote Man, mais il y a Image Incroyable Man. Les deux sont des super-héros, mais ils s'aiment pas tant que ça. Tu vois, il y a Anecdote Man, c'est que des trucs qui sont arrivés, mais on relate des faits. Et Image Incroyable Man, que tu crois pas quand tu les vois qu'elles existent, mais qu'en fait elles sont incroyables, et que tu les as vues sur YouTube et que tu dis, mais c'est pas possible que ça existait, faut en faire un format, et bah ça, c'est un autre super-héros. Mais en fait, les deux s'aiment pas tant. Moi, je les connais. Oui. C'est des amis à moi. Et ça fait un sacré moment qu'on vous prépare cet épisode à base de... T'étais à ça de gagner. Alors, je sais pas du tout le titre que je vais y mettre, parce que sous une vignette YouTube, ça a pas de sens, tu vois, t'étais à ça de gagner. Mais aujourd'hui, on va voir les moments en images exceptionnels, des fois où les gens, ils sont passés à ça de gagner. Alors, regarde bien. Regarde, hein. Voilà. Non, plus proche, plus. Voilà. Ça, tu vois, ils sont prêts. Ça, c'est le format d'aujourd'hui. On va l'appeler à deux doigts. Non, sale. Voilà. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les moments les plus exceptionnels du sport auto. Et c'est pas compliqué, c'est les moments que je préfère. Le mec va faire la vidéo de l'année, la victoire de l'année, le truc exceptionnel. Et là, il le loupe à 1 centimètre. Tu y crois pas, hein? Pourtant, je vous ai dit qu'il s'était passé des trucs incroyables dans le sport auto, tu sais. C'est comme la fois en Formule 1 où aux qualifications, il y a des mecs qui ont fait 3 fois le même temps. C'est déjà arrivé. Que 2 personnes fassent exactement le même temps. D'accord. Que 3 personnes fassent le même temps. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue plusieurs épisodes du sport auto où ils étaient à ça de gagner. Et à chaque fois, on a des images qui sont folles. Je fais quand même une mise en garde à propos de cet épisode, c'est si vous êtes un peu émotionnel, si vous êtes très empathique, il y a moyen que cet épisode vous arrache des larmes. Mais premier degré, hein. On va voir aujourd'hui des images déchirantes. Et je blague zéro. On va voir aujourd'hui des images de pilotes qui ont donné leur vie pour un sport, et le sport, il leur fait ça à 30 mètres de l'arrivée. Alors, on va même voir des pilotes qui fanfaronnent juste avant l'arrivée et qui se font baiser. Ça arrive. Et pour cette première anecdote, on va parler de Carlos Sainz. Non, pas ce cas... Non. En fait, il n'y a pas un Carlos Sainz, il y en a 2. Il y a le fils et le père. Tu te rends compte que tu deviens vieux quand tu parles d'une personne et qu'en fait, tous les gens pensent à son fils. Carlos Sainz Junior, celui que vous voyez en Formule 1, et le fils de Carlos Sainz Senior, qui était pilote de rallye. Je trouve un peu ouf qu'on parle plus du fils que du père, alors que le fils a un palmarès vachement moins grand que le père. Parce que si vous n'êtes pas au courant, Carlos Sainz Senior, c'est un malade mental. J'ai jamais vraiment compris
aussi le concept d'avoir un enfant qui porte ton nom. Ça fait un peu ego trip, je trouve. Il y a moi, et j'aimerais bien dupliquer moi. Alors je fais moi, mais en plus petit que j'appelle Junior. Carlos Sainz Senior est né le 12 avril 62 en Espagne. Et à la base, Carlos Sainz devait faire des études de droit. C'est un peu ouf à dire, mais c'est pas un mec qui était prédestiné aux bagnoles. C'est un mec qui était prédestiné à faire du droit, puisque ses parents voulaient absolument qu'il soit avocat. Il y a un monde dans lequel Carlos Sainz Senior est avocat, et du coup on n'a même pas Carlos Sainz Junior. Mais malgré ses études de droit, Carlos Sainz, ça reste un grand passionné de bagnole. Et c'est comme ça que ça l'amènera à faire du rallye. Alors d'abord, évidemment, il commence dans des petites catégories, mais Carlos Sainz se révèle être un super pilote de rallye. C'est un truc qui se voit plus trop aujourd'hui, puisqu'en général, les pilotes modernes sont des gens qu'on a mis sur un kart dès leurs 3 ans. Donc quelqu'un qui se révèle vers ses 15-16 ans, comme l'a fait Carlos Sainz Senior, ben c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est assez typique d'une génération et on retrouve ça chez plein d'autres pilotes du même âge. Par exemple, Sébastien Loeb a commencé de la même façon. Le mec était pas dans un kart dès ses 3 ans, non, ça commençait bien plus tard. Cyril Després, qui est devenu un énorme pilote moto, a commencé comme mécanicien. C'est juste qu'à un moment, à force de rouler, le mec est juste super bon. Il est un peu prédestiné à ça. Et Carlos Sainz Senior, c'est exactement ça. Il commence sa carrière en 1980 et il va s'avérer être vraiment meilleur que ses petits camarades. Ce qui l'amènera à être en 87 et 88 champion d'Espagne des rallyes. Je vous rappelle que le mec, le reste de l'année, il fait des études de droit. Et le week-end, il est champion d'Espagne de rallye. Et c'est à force de victoire que Carlos Sainz va finir par rentrer en WRC. Le WRC, c'est l'héritier spirituel du groupe B. C'est-à-dire qu'en WRC, les mecs, ils ont des sacrés pétards entre les mains. En 89, il rejoint la team Toyota et il remportera son premier titre de champion du monde, puisque oui, je vous spoil, il va devenir très vite champion du monde, en 1990. 89, il rentre, 90, il gagne. Le mec est vraiment très bon. Et avec cette victoire éclatante, Carlos Sainz va devenir l'un des piliers du WRC. Et il va encore plus devenir un pilote incontournable quand il va gagner son deuxième titre en 92. Incontournable déjà parce qu'il est super bon, ça vous l'aurez compris. Mais pas que, il va aussi devenir incontournable déjà parce que le mec n'a pas peur de mourir, alors j'en profite pour vous mettre quelques images des crashs de Carlos Sainz. On va dire qu'il conduit comme s'il avait volé la voiture. Je sais pas si c'est ça qui fait un bon pilote de rallye, enfin je pense en grande partie quand même, mais Carlos Sainz quand il roule hein. Quand tu vois certains de ses moves, tu te dis qu'à chaque virage, il peut rencontrer la mort. J'imagine vraiment la faucheuse à côté de chaque virage, tu vois, je l'attendrai au prochain. Et il va aussi devenir incontournable avec ses punchlines. Alors ce qui est un peu cool avec Carlos Sainz, qu'on appellera d'ailleurs le matador, c'est que le mec, il a pas la langue dans sa poche. Au moins, ce qui est bien avec Carlos Sainz, c'est que quand un truc lui plaît pas, tu es en général au courant dans la seconde qui suit. Et après ce deuxième titre, Carlos Sainz va enchaîner des années moins bien. Alors attention, hein, le mec est super bon quand même. 94 et 95, il finit deuxième, 96, il finit troisième. Et Carlos Sainz, il aimerait bien remporter son troisième titre, et en 98, il a vraiment toutes ses chances. Déjà, je vous rappelle que le mec est toujours aussi bon avec une expérience de folie, et surtout en 98, Carlos Sainz a une voiture incroyable avec la Toyota Corolla. Mais si, tu sais, la Corolla qu'on voyait dans Gran Turismo, la verte, rouge et blanche. Incroyable! Toyota, en 98, met à disposition de Carlos Sainz l'une des voitures les plus performantes du plateau. Peut-être même la plus performante du plateau, mais ça reste quand même à interprétation. Quoi qu'il arrive, il a entre les mains un pétard. Sauf qu'en 98 en face, il est pas tout seul, hein. Et l'année 98 en rallye est peut-être l'une des plus incroyables parce que quand tu vois la gueule du plateau, putain, Richard Burns, Didier Auriol, Colin McRae et le mec qui nous intéressera en l'occurrence, Tommy McKinnon. Franchement, c'est peut-être l'une des plus belles années qu'on ait eues. C'est un peu comme s'ils avaient rassemblé tous les Avengers dans des voitures de rallye. Alors ça serait certainement très nul comme film, mais ça a fait une super saison. Je vais le résumer assez simplement, mais 98 en WRC, c'est l'une des saisons les plus disputées du rallye. Et c'est vrai que saison disputée en rallye, c'est pas si fréquent que ça. Parce qu'après, pendant 9 ans, tu sais, il y a eu un mec qui s'appelait Sébastien Loeb, je sais plus. Si, Michel Loeb. Ah non, pas, excusez-moi, non, attendez, je vais relire. Et puis quand Sébastien Loeb, il est parti, il y avait Sébastien Ogier. Donc forcément, quand tu pars du principe qu'il y a plus de 15 années en rallye qui ont été incontestables, une année où ça se bagarre, on la prend avec plaisir. La saison sera ultra disputée entre toutes ces voitures super performantes et ces pilotes super talentueux, mais à la fin, il reste globalement 3 personnes. Carlos Sainz, Tommy McKinnon et Colin McRae. Je pense que Colin McRae, on fait un épisode dédié parce qu'il y a des images incroyables avec ce monsieur, mais à la fin de l'année 98, Colin McRae se retrouvera hors course. En fait, à la dernière épreuve, Colin McRae va se retrouver tellement loin au point qu'il pourra
plus remonter même si les autres perdent, ce qui fait qu'il va nous en rester 2, Tommy McKinnon et Carlos Sainz. Et lors de la dernière spéciale de la saison, Carlos Sainz compte seulement 3 points de retard sur Tommy McKinnon. Et les événements vont plutôt tourner en faveur de Carlos Sainz lorsque Tommy McKinnon, qui pourtant est en avance, va percuter un muret. Ouais, en fait, l'un des concurrents a laissé de l'huile à l'entrée d'un virage, ce qui fait que lorsque Tommy McKinnon arrive dessus comme une balle, bah il va glisser et aller percuter un muret, ce qui fait que le rallye de Tommy McKinnon s'arrête ici. C'est-à-dire qu'on a un Carlos Sainz qui a 3 points à gagner, qui est encore en course, qui va bien, hein. Le mec, il a même pas besoin de rouler si vite, s'il finit 4ème, il gagne. Et un Tommy McKinnon qui est out pour l'épreuve. Abandon, 0 points. C'est-à-dire qu'à ce moment précis en 98, Carlos Sainz a une autoroute devant lui pour gagner. Absolument rien ne peut atteindre la victoire de Carlos Sainz, qui semble acquise. Et dans la toute dernière spéciale, Carlos Sainz n'a qu'une seule chose à faire. Il est tellement en avance qu'il faut juste qu'il finisse. Finir 4ème lui donnera le titre tranquille. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Y a rien qui peut mal se passer, ça va très bien se passer. Faudrait vraiment pas de bol pour perdre à cet endroit-là. Franchement, alors là, si tu perds à cet endroit-là, franchement c'est pas de bol. Vous allez comprendre que ce qui va suivre, ça va être le genre d'image que je recherchais pour cet épisode. Et je vous préviens, elle fait vraiment mal au cœur. Hein. Carlos Sainz fait toute la spéciale comme un chef. Rien ne peut atteindre son titre et c'est à 500 mètres de l'arrivée, couvert par les caméras, que la Corolla s'arrête. C'est à seulement 500 mètres de l'arrivée que la Corolla de Carlos Sainz perd son liquide de refroidissement et meurt d'une surchauffe. L'image fait d'autant plus mal au cœur que la ligne d'arrivée, il la voit. Elle est là-bas, la ligne d'arrivée, d'accord? Il la voit, il l'envisage. Tu touches la ligne là-bas, t'as gagné. Ils ont quand même essayé avec une idée qui est incroyable, puisqu'ils prennent un extincteur pour essayer de refroidir le moteur le plus vite, et il faut juste qu'elle démarre. Faut juste qu'elle fasse 500 mètres, même au démarreur, on s'en fout. Juste, pitié, fini. Elle est là, la ligne. Sauf que rien n'y fera, mais la Toyota Corolla de Carlos Sainz en 98 meurt et ne bougera plus d'un centimètre. Le moment où il escalade la barrière, il est par terre, la tête dans les mains, l'image elle est horrible. Hein. The engine below 500 meters to the end of the last stage. Did you try pushing the car? No way. N'empêche, je le trouve vachement philosophe par rapport à la gravité du moment. Hein. Après, il y a aussi le moment où il jette son casque dans la vitre de la bagnole pour l'exploser. En vrai, je comprends. J'aurais fait pareil. En dehors de ce petit impair du casque jeté dans une vitre, franchement, je le trouve calme. Hein. Attendez, le dernier épisode, on parlait de Nikita Mazepin qui a failli faucher Tsunoda à coup de panneau. Le coup du casque dans la vitre. Moi, c'est offert, c'est cadeau. Hein. Ça me fait plaisir. Et c'est comme ça que le vainqueur de la saison 98 des rallyes sera Tommy McKinnon. Les bouts. La taille des bouts. La taille des boules. Je sais pas si c'est pas mieux d'être genre 8ème tout le long. Comme ça au moins personne n'attend rien, tu passais une 8ème, tu fais bah oui normal j'étais 8ème. Bon, la voiture est morte d'une panne. Bon, tu sais. On était 8ème hein. Je me permets de faire intervenir Anecdote Man dans ce format parce que c'est clairement l'une des meilleures anecdotes que je connaisse. En fait, lorsque Carlos Sainz tombe en panne et du coup loupe le titre, Tommy McKinnon était à l'hôtel en train de faire sa valise. Alors c'est pas une blague. Vu qu'il s'était craché le matin et qu'il savait très bien qu'il gagnerait pas, bah il était déjà rentré à l'hôtel en train de faire sa valise. Et il apprendra qu'il est finalement champion du monde lors d'un double appel. En fait, il était en train de faire une interview avec un journaliste qui lui demandait comment il vivait sa défaite. Et il a reçu un appel, lui annonçant qu'il avait finalement gagné. C'est pour ça que finalement, il a laissé sa valise en vrac pour aller sur le podium aller célébrer. Je trouve l'anecdote incroyable. Et pour notre deuxième anecdote, on va parler d'une discipline dont on parle que très rarement, l'IndyCar. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par les fans, mais en gros, si vous connaissez pas, c'est de la Formule 1 sur un anneau en rond. Ils ont pris une discipline très européenne qui est la Formule 1 et ils l'ont mixée avec une discipline très américaine qui est le NASCAR. Et paf, Pokémon. Tu vois l'ananas et le stylo, Pineapple Pen, NASCAR, Formule 1, paf, IndyCar. C'est une question qui revient assez souvent, alors du coup j'y réponds, non, les IndyCar ne sont pas aussi performantes que les Formule 1. Mais les IndyCar étant plus profilées, en général, elles vont plus vite en ligne droite. C'est pour ça qu'en IndyCar, ils fréquentent régulièrement les 400 km/h, alors qu'en Formule 1, déjà quand tu tapes 3,50, c'est le bout du monde. Alors qu'en fait, la Formule 1 est plus performante. C'est juste que les deux voitures sont pas prévues pour les deux mêmes exercices. Une Formule 1, on lui demande d'être polyvalente et d'aller vite en ligne droite. Une IndyCar, on lui demande de tracer en ligne droite. Et autre anecdote d'ailleurs, mais l'IndyCar est une catégorie qui représente pas mal d'Européens. Par exemple, notre Français Sébastien Bourdet a fait beaucoup d'IndyCar. Romain Grosjean a fait beaucoup d'IndyCar. Et le pilote qui va nous intéresser est John Randall Hildebrand Junior, lui aussi. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Et je vais vous le résumer très simplement, c'est un pilote américain, pas mauvais. Il est pas nul, mais il a
pas fait un palmarès... On a parlé de plein de pilotes incroyables, avec des palmarès longs comme le bras, J.R. Hildebrand, bon. Et nous sommes aux 500 miles d'Indianapolis en 2011. Si vous connaissez pas les 500 miles d'Indianapolis, c'est une épreuve mythique. Mais alors quand je vous dis mythique, c'est dans les trucs les plus incroyables du monde. Et c'est tellement incroyable que les 500 miles d'Indianapolis en IndyCar, c'est vraiment notre équivalent du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ou encore des 24 heures du Mans en endurance. Et anecdote Dans l'anecdote, il y a même un titre honorifique si tu gagnes le Grand Prix de Monaco, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. On appelle ça la triple couronne et à ce jour, il y a seulement Graham Hill qui a réussi à accomplir cet exploit. C'est comme Call of Duty, t'as les prestiges, donc c'est déjà chouette, et là t'as le prestige dans le prestige. On se rend peut-être pas compte de l'exploit accompli par Graham Hill, parce que pardon, le mec il a gagné en endurance aux 24 heures du Mans, donc avec une voiture à un circuit. Au Grand Prix de Monaco en Formule 1, avec un type de voiture et un circuit qui est ultra dur. Et aux 500 miles d'Indianapolis en IndyCar. C'est-à-dire que le mec est un tueur partout. Je me suis un peu égaré sur cette anecdote, ce qu'il faut comprendre c'est que les 500 miles d'Indianapolis, c'est incroyable. En 2011, aux 500 miles d'Indianapolis, J.R. Hildebrand est un rookie, c'est-à-dire c'est un nouveau, c'est son premier 500 miles. Et pour que vous compreniez mieux pourquoi c'est très peu probable qu'il gagne, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Les 500 miles, c'est étonnamment pas une épreuve de vitesse. Alors évidemment que si, il faut aller vite, évidemment si t'es rapide tu peux gagner. Mais pas que. Déjà comme son nom l'indique, la course fait 500 miles, c'est-à-dire plus de 800 km. C'est clairement une course d'endurance. Et en plus de ça, cette course a un aspect très stratégique. En vrai, par moments, ça rappelle le cyclisme. C'est pas parce que t'es premier que tu vas gagner. Au contraire, souvent le premier est désavantagé par rapport aux autres. Comme tu as énormément de questions aérodynamiques qui se posent dans une course comme celle-ci, en général, le premier fait beaucoup souffrir sa voiture. Et c'est les gens cachés derrière lui qui vont pouvoir profiter d'une meilleure vitesse de pointe et d'une voiture qui s'use moins. C'est pour ça que quand J.R. Hildebrand se qualifie sur la 4e ligne, bah c'est pas mal. Je veux dire, 4e ligne, t'es dans le peloton de tête. Et en plus, ta voiture n'est pas dans celle qui consomme le plus. Si tu cumules ça à une bonne régularité et une bonne stratégie, t'as vraiment des moyens de l'emporter. Et c'est ce qui va se passer. Pendant toute la course, il va se maintenir autour du top 10. Alors encore une fois, se maintenir autour du top 10 en Formule 1, mais en IndyCar, c'est incroyable. Ça veut dire que tu es très régulier, que ta stratégie est bonne et que ta gestion est excellente. Et à 20 tours de l'arrivée, J.R. Hildebrand va arriver dans le top 6. Et à 10 tours de la fin, il rentre dans le top 3, ce qui est vraiment bon. Et à ce moment-là, se trouvent devant lui 2 pilotes. Et en vrai, on s'en fout de qui est devant lui, on s'en tape. La seule raison pour laquelle je vous en parle, c'est que dans ces 2 pilotes, il y a Bertrand Baguette. D'un côté, il y a une anecdote incroyable de se dire que quelque part aux États-Unis, il y a un mec qui s'appelle Bertrand Baguette qui se trimballe. Mais alors la meilleure anecdote, c'est pas celle-ci, c'est que c'est même pas un Français. Bah non, c'est un Belge. Bertrand Baguette n'est même pas français. Enfin. Attention, on embrasse les Belges, hein, installez-vous. Et je dis pas ça parce que vous êtes 15% de l'audience. Les Belges, je m'adresse à vous. Vous avez la bière et les frites. Nous, on a les baguettes. Rendez-nous Bertrand Baguette, merde. On vous a laissé les frites, qu'on appelle les French fries, hein, d'ailleurs, hein. On va lancer un hashtag qui s'appellera Free Bertrand Baguette. Et on arrive à 3 tours de la fin. Je vous rappelle que les 500 miles, c'est 800 bornes. 3 tours de la fin, t'es à 99% du chemin parcouru. Et en général, ce qui est intéressant dans l'IndyCar, c'est que les stratégies se révèlent justement sur les derniers tours. Dans les 3 derniers tours, les 2 devant vont être obligés de s'arrêter parce qu'ils ont vraiment plus de carburant. Parce que les 2 ont vraiment mal géré leur stratégie. Et ça laisse un putain de boulevard à J.R. Hildebrand. Le mec a géré sa course comme un chef, il a géré ses pneus comme un roi, et son relais de carburant est parfait. Il lui reste juste à boucler les 3 tours et c'est fini. Un rookie va remporter les 500 miles d'Indianapolis. On l'a à l'image, ça défile en ce moment. Et si un jour dans votre vie, vous avez été frustré, un jour dans votre vie, vous vous dites « Putain, c'est pas passé loin », ne dites pas ça à J.R. Hildebrand. 500 miles, 800 bornes, dernier virage. Il n'y en a pas d'autre. Faudrait pas avoir de bol pour se péter la gueule dans le dernier virage après 800 putain de bornes à tourner en rond. Bon bah je vous mets les images, hein. Dans une interview, J.R. Hildebrand dira qu'il a pris l'air sale, le dirty air comme on dit en anglais, d'un pilote qui était retardataire. Et que cet air sale qu'il a pris du pilote devant lui a suffi à perdre le contrôle de sa voiture. Sous-virage, glissade, muret, fin. J'adore le concept où il a tellement de vitesse qu'il passe quand même la ligne d'arrivée sur l'élan en frottant par terre. Alors ça, il y a qu'en IndyCar que tu vois ce genre de truc. Le mec il s'est trompé de catégorie, c'est plus de l'IndyCar, c'est du bobsleigh. Mais c'est pas grave, ça passe la ligne quand même. Sauf
Sauf que le mal est fait. Il va percuter le mur, perdre du temps et se fera doubler par la personne qui était juste derrière lui. Et c'est comme ça que J.R. Hildebrand, dans le dernier virage, va perdre la victoire. Ton premier 500 miles d'Indianapolis, tu le gagnes. Celui-là, il fait plaisir. Mais alors, le perdre au dernier virage, personnellement, je me serais foutu en l'air. Soyons quand même honnêtes et objectifs, le mec est deuxième. Et passer la ligne d'arrivée sur les rotules, un peu cool. Je pense que c'est le genre d'anecdote qu'on peut qualifier de frustrante. Mais rassurez-vous, j'en ai d'autres. Cette anecdote se passe aux 24 heures du Mans 2016. Je vous ai déjà parlé des 24 heures du Mans, qui est une course mythique qui a vu naître un nombre d'événements incroyables. Moi qui adore les anecdotes, les 24 heures du Mans, oh bah alors là, c'est du caviar. De toute façon, les 24 heures du Mans, ils font leur business sur les anecdotes. C'est pas compliqué, ils ont que ça en fait. Et en 2016, il y a surtout deux constructeurs qui vont s'illustrer, Porsche et Toyota. Et c'est pas compliqué à comprendre puisqu'en 2016 sur la grille, on a deux philosophies différentes. D'un côté, on a les Porsche qui sont rapides. Alors c'est pas compliqué, ils ont tout gagné. Les essais, les qualifs, le meilleur tour en course, c'est Porsche. Sauf que la course, c'est pas les plus rapides du Mans, c'est les 24 heures du Mans. Et en face, on trouve avec la deuxième philosophie, Toyota, qui a une voiture qui est très rapide, c'est vrai, mais un peu moins que les Porsche. Par contre, la voiture, elle est endurante. La voiture est rapide de façon constante, la voiture est fiable et surtout la voiture est adaptée à une épreuve d'endurance. Elle consomme pas beaucoup de carburant, pas beaucoup ses pneus, pas beaucoup ses freins, et quand elle fait des arrêts au stand, ils sont un peu plus rapides que ceux de Porsche. Donc le temps que Porsche gagne en piste, Toyota le récupère au stand. Et à la fin de la course, ça paye plutôt pas mal. Et à 3 heures de l'arrivée, on a deux Toyota en tête. Ce qui fait que pour l'instant, Toyota semble indéboulonnable. À un détail près. La Toyota numéro 6 s'arrête au stand de façon un petit peu plus appuyée, puisque la Toyota numéro 6 vibre. Ça arriverait sur la route pour aller chercher le pain, c'est pas très grave, tu te dis bon, ça attendra la prochaine révision. On est aux 24 heures du Mans, tu prends 3,30 dans la ligne droite. Disons qu'une vibration, ça commence à faire flipper. Il trouve pas forcément la cause de la vibration et il renvoie vite la Toyota numéro 6 en piste, qui a déjà perdu une place au profit de la Porsche numéro 2. Et pour l'instant, ça tient à peu près debout. Espérons que la Toyota numéro 5 n'ait pas de problème. C'est pas drôle. La course continue et pour l'instant, rien ne semble affecter la Toyota numéro 5. Et il reste seulement 15 minutes. Dans 15 minutes, la Toyota numéro 5 passe la ligne. Et normalement, s'il n'y a pas de blague, la Toyota gagne. À moins de 15 minutes de l'arrivée, la Toyota numéro 5, qui pour l'instant n'avait rien fait, commence à vibrer. Exactement comme sa petite sœur numéro 6. Sauf qu'on est à 15 minutes de la fin. Il n'est pas question d'arrêter la voiture. Non, non, mon pote, tu vas rester en piste et tu vas les faire les derniers tours. Il y a 14 minutes à tenir. Tu survis pendant 14 minutes. C'est un goulag de 14 minutes. Et même si la voiture vibre, le pilote insiste et continue son rythme parce que je vous rappelle que derrière, il y a la Porsche qui arrive. Et la Porsche, elle est plus rapide. Il reste 13 minutes et ça tient. Puis 12, puis 11, puis 10, puis 6 minutes. Et là, la radio s'allume. Et à 6 minutes de l'arrivée, la Toyota qui est en tête perd subitement de la puissance. What? This is the 5 car. It's slowing down. It's got no power. Et quand je vous parle de perte de la puissance, c'est perte de la puissance. La Toyota qui est en tête est bloquée à 200 en ligne droite, quand derrière la Porsche qui est au bout là-bas, hein, qui arrive fort, hein, elle est à 3,30. Sortez les mouchoirs, personnellement les images me brisent le cœur. Tu vois la tête des mecs dans les stands se décomposer quand ils commencent à capter que la Toyota, elle va pas le faire, hein. Plus la voiture avance et plus la voiture perd de la puissance et plus la voiture avance, moins la voiture avance. Et alors que la Toyota qui est en tête voit la ligne d'arrivée, celle qui symbolise le dernier tour. Quand il va passer cette ligne, il va rentrer dans son dernier tour. Il a un tour à faire sur un 24 heures du Mans 1. Et alors que la voiture passe sa ligne et se rapproche du mur et des stands, la voiture s'arrête, scellant définitivement le sort de la Toyota numéro 5. La voiture ne partira plus. Et c'est la fin de l'aventure de la Toyota numéro 5 aux 24 heures du Mans 2016. Le pire, c'est qu'à la base, il a quasiment 1 minute d'avance. Et tu vois le gap qui fait comme ça. Tu vois le gap qui perd 10 secondes par 10 secondes parce que dans la Toyota, il est à l'arrêt. L'image est atroce. Là, t'as la Porsche qui arrive pleine balle sur la Toyota. Et le mec, il aurait pu rentrer dans les stands de la Toyota, tu vois, il aurait pu, mais non. Ça fait 24 heures que t'es en piste, t'es à un tour. Et là, sur la ligne d'arrivée, incroyable. Et en plus, ils te l'ont mis à l'écran, c'est le schlack switch. En fait, c'est fou de vivre dans le même temps une écurie qui vit un miracle, c'est-à-dire qu'ils attendaient plus rien, et là, l'événement divin, il te fallait un miracle pour gagner, et là, il arrive. Tu m'étonnes que les mecs, ils sont contents. Et de l'autre, t'imagines Toyota, tu te casses le cul, tu fais une voiture qui est incroyablement performante, t'as une équipe, c'est que les meilleurs là-bas. Les mecs, ils tournent 24 heures, et tu perds à 3 putains de minutes de l'arrivée. Le petit côté fils de p*** en moi relèvera surtout que Toyota, qui a fait son image
image dans le monde sur la fiabilité de ses modèles, hein. A perdu 2 titres à 500 mètres de l'arrivée. Loin de moi l'idée d'enfoncer les couteaux dans les plaies. Ah non. Je dis juste que WRC t'as perdu à 500 mètres, 24 heures du Mans t'as perdu un tour. Bon. Petit épilogue quand même pour vous, je vous rassure, Toyota, ils vont se venger. Mais alors quand je vous dis venger, c'est se venger, oui, oui, oui. Alors c'est pas compliqué, les 5 années d'après, ils ont gagné. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Allez, hop là. Et pour cette dernière anecdote, on va parler de Formule 1 avec un certain Nigel Mansell. Vu que vous connaissiez pas Carlos Sainz Senior, j'en profite pour vous parler de Nigel Mansell. C'est un très bon pilote. Genre, vraiment, le mec, il est pas nul. Et accessoirement, le mec a été champion du monde de Formule 1. Ça vous place quand même un tout petit peu le personnage. Ah oui, et le deuxième point pour lequel le mec est incroyable, c'est sa moustache. Alors, Nigel Mansell, la moustache, mon pote. Je l'ai tellement vu avec sa moustache que quand tu le vois sans sa moustache, ça fait super bizarre. T'as l'impression que ça a été retouché sur Photoshop. On en parlera peut-être un peu en détail, mais Nigel Mansell est sorti de la Formule 1 de façon un peu anecdote-manesque. En fait, en 92, il gagne, il devient champion du monde. Donc, ce qui est cool, normalement, le mec lui dit, bah, bien joué, mec, cool, le reste. Bah, son écurie, ils ont réduit son salaire. Parce qu'en fait, il fallait plus d'argent pour mettre Alain Prost dans l'équipe, avec qui il était en très mauvaise entente. Je sais pas s'ils ont voulu le dégager, ou si c'était extrêmement maladroit, mais je veux dire qu'on te retire ton salaire alors que t'es champion du monde pour prendre le mec que tu détestes, c'est pas un super move. Ce qui fait que Nigel Mansell va claquer la porte de son écurie et ne plus participer en F1. Il reviendra quand même en 94 et en 95, c'est vrai. T'as gagné? Ouais, bah rends du budget un petit peu. On va prendre un mec meilleur de toi, ça dérange pas, allez hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est barré parce qu'il était colère, et puis en 93, il est allé aux USA pour une nouvelle compétition. Il est arrivé, il a tout gagné, il est reparti en Formule 1. C'est ce genre de mec qui peut se permettre de faire ça en disant, ah ouais, la Formule 1, il veut plus de moi, ouais, bah je vais aux USA, je vais gagner un truc et puis je reviens, hein, d'accord? Vous m'attendez, vous me gardez une place? Allez, je reviens. Et on est au Grand Prix du Canada 91 et on attend naturellement en tête Ayrton Senna et Alain Prost, les deux pilotes phares de cette période. Et sur le circuit du Canada, alors qu'on attendait Prost et Senna en tête, les Williams vont faire la différence. En fait, sur ce circuit un peu particulier, les Williams sont juste les voitures les plus performantes de la grille. Ce qui fait que vont se qualifier en premier et en deuxième Riccardo Patrese et Nigel Mansell. Sauf que chance pour Nigel Mansell, mais Riccardo Patrese, qui pourtant s'est qualifié en premier, va pas bien. En fait, il est un peu malade et il a un peu mal au cou, ce qui fait qu'il est pas dans une super forme. Contrairement à Nigel Mansell, qui lui est super chaud. La course se lance et Nigel Mansell va faire un extérieur sur Riccardo Patrese au premier virage et il le reverra plus jamais. Je le refais, il était deuxième, il fait hop à l'extérieur, fin, il a mis une vitesse à tout le monde. On ne le reverra plus de la course. Nigel Mansell va enchaîner les tours en tête et sera indéboulonnable. On peut clairement dire les termes, mais Nigel Mansell au Canada 91 a fait la course parfaite. Et il a fait une Verstappen, il part en tête, et puis c'est fini, tu le revois plus, au revoir, on se revoit dans 69 tours. Dès les premiers tours, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, on va se battre pour la deuxième place. Hein. Nigel Mansell, il va pas s'arrêter comme ça. Hein. Il a la meilleure voiture du plateau, et aujourd'hui, il est en feu. Alors, autant te dire que tu mets bon pilote et bonne voiture, bah c'est fini. Hein. Vous connaissez l'adage qui dit qu'il faut jamais célébrer trop tôt, tu sais, il faut pas vendre la peau de gribouille avant de l'avoir mis dans un container de 100 tonnes. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. C'est comme ça que Nigel Mansell entame son 69 et dernier tour. Et pour l'instant, tout va bien. Il a 55 secondes d'avance. C'est-à-dire que même s'il fait un dernier tour parade, le mec il est large, 55 secondes. Et Nigel Mansell, il a le rythme d'un mec qui a 55 secondes, il est tranquille. Et il a raison, c'est mon dernier tour, je vais gagner, t'inquiète pas que je tape pas dans la voiture, je tape pas dans les chronos, hein. C'est pas le moment de se viander. Hein. Et vous inquiétez pas, il s'est pas sorti. Non, non, il a fait pire que ça. Dans les derniers virages de la course, Nigel Mansell, content d'avoir presque gagné, va commencer à faire coucou à la foule. Personnellement, je dis rien, ça m'est arrivé de faire coucou à la foule dans des moments où il fallait pas le faire. CF, le GP Explorer 1, où t'as un seul connard qui fait coucou sur la ligne de départ plutôt que se concentrer, tu sais, bah non. Mais en même temps, faire coucou, c'est super drôle, à un moment, voilà. Et puis moi, j'ai un point commun avec Nigel Mansell. Ça et la moustache pendant un temps. Et puis Nigel Mansell, il roule, et puis il fait coucou. Et puis la voiture, elle ralentit. Puis la voiture, elle s'arrête. Puis Nigel Mansell, il est en panne. Puis Nigel Mansell, il a perdu. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et Nigel Mansell ne repartira pas. Nigel Mansell vient de tomber en panne à 3 putains de virages de l'arrivée. Mais rappelez-vous, Nigel Mansell n'était pas en train de conduire. Non, Nigel Mansell était en train de faire coucou. Nigel Mansell, après avoir mené pendant 68 tours et demi, va s'immobiliser à 3 virages de la fin et perdre le Grand Prix. Pour lui, à ce moment-là, il a cru que c'était une panne électrique et la voiture a cessé de fonctionner. Je prends quelques pincettes puisque ce que je vais dire n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été avoué ni par Williams, ni par Nigel Mansell. Donc en théorie, c'est que des suppositions. Mais malgré tout, certains observateurs, journalistes et commentateurs sur place l'ont clairement vu faire coucou. Et l'ont clairement vu un peu se foirer sur son changement de rapport. Alors, il y a deux théories
théories qui courent sur internet. Il y a une théorie qui voulait passer de la 5e à la 4e et en se plantant, il est rentré en première, ce qui a cassé la boîte, ce qui a arrêté la voiture. Et il y a une autre théorie qui dit que justement, il a oublié de rentrer ses rapports et il est arrivé quasiment à l'arrêt en 5e, ce qui fait que la voiture a calé, ce qui fait que la voiture s'est arrêtée. Et évidemment, la dernière théorie qui est la panne d'électricité. Donc globalement, on a la voiture a une panne d'électricité, comme le dit Nigel Mansell, ou il a fait coucou, il a merdé. Y a pas de preuve, hein. Est-ce que la voiture est morte d'une panne de batterie? Est-ce que Williams a voulu couvrir une connerie de Nigel Mansell? On saura jamais. Par contre, la chose qu'on sait, c'est que Nelson Piquet, quand il a gagné, ah putain l'interview. Alors, Nelson Piquet, qui d'ailleurs a une fille qui s'appelle Kelly Piquet, qui est mariée avec Max Verstappen. Je vous cite ce que Nelson Piquet a déclaré en interview. Alors je ne fais que traduire et lire, hein, je vous le dis. Hein. Quand j'ai vu Nigel Mansell arrêté sur le bord de la piste, j'ai éjaculé de bonheur. Vous allez me voir en F1 encore pendant 10 ans. Je suis bien sûr ravi pour moi, pour l'équipe, et pour ce bon vieux branleur de pas 13. Ça vous donne à peu près l'ambiance qu'il y avait à l'époque, quand même. Alors je sais pas ce que vous allez faire avec cette anecdote que je vous ai déposée là, comme si vous alliez en faire quelque chose. Moi j'en ai une dernière, c'est que la personne qui a remis la coupe à Nelson Piquet sur le podium n'est autre que Flavio Briatore. T'imagines qu'à l'époque, Flavio, ce bon vieux Flavio, bah, il remettait déjà des coupes à Nelson Piquet. C'est un truc de ouf, comment ça retourne toujours autour de Flavio Briatore. Le mec, tu le sors par la fenêtre, il rentre par là, il est toujours là. Tu le pousses, il est encore là, c'est un truc de ouf. Et il y avait aussi Juan Manuel Fangio. Bon, un peu la classe. Ouais, voilà. Et c'était la dernière anecdote de cet épisode fort en anecdote. J'espère que vous avez apprécié ce format. Pensez à dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans un autre VTech et je vous rassure, je vous prépare plein de petits trucs croustillants pour la prochaine. Merci d'avoir regardé et puis gros bisous. Il fait à peu près 1 milliard de degrés. Peut-être que vous l'entendez, j'ai un ventilateur qui souffle sa grand-mère sous le bureau. C'est le seul truc qui tient à peu près mes jambes au frais.